Eh bien, écoutez, au nom de Valprès, je suis heureux d'accueillir la deuxième table ronde qui va donc démarrer dans une minute. Tous nos intervenants sont bien là. Donc nous allons démarrer cette table ronde. Nous en avons pour le temps nécessaire. Ils sont 4. Ils vont tous s'exprimer. On va être assez interactif avec un système de SMS que vous avez sous les yeux. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être très attentif à ne pas sortir indemne de cet entretien, compte tenu de l'urgence du thème d'aujourd'hui, sur l'échec, sur le rebond, sur le sursaut, et surtout sur le dernier mot qui nous a animés dans le comité de pilotage, c'est le mot collectif. Car je voudrais terminer par ce beau proverbe africain, que moi j'aime beaucoup, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Merci, et je vous passe la parole. Merci Guilain. Je crois qu'on peut applaudir Guilain. C'est quand même lui qui porte Valprès. Chacun va se présenter. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Philippe Rambaud, qui lui a eu un parcours de cadre dans une très grande multinationale qui est Danone. Il a ensuite eu un parcours plus chaotique. Il a fait faillite avec une entreprise qu'il avait montée. Il a rebondi de façon collective, puisqu'il a créé cette association il y a maintenant presque 4 ans, je crois, qui s'appelle 60 000 rebonds, où la condition pour rentrer dans l'association, c'est pas courant, c'est d'avoir fait faillite, d'avoir déposé le bilan. Donc, je voudrais que Philippe Rambaud nous explique à la fois un tout petit peu son parcours, comment il en est arrivé là, et puis ce que fait l'association. Bonjour, donc j'ai 63 ans, je suis ici au nom de 60 000 rebonds, qui est l'association que j'ai créée effectivement en 2012, qui a une antenne magnifique à Lyon qui s'appelle 60 000 rebonds Lyon, mais qui court en fait toute la région Rhône-Alpes. Et 60 000 rebonds, en fait, est venu, bien sûr, d'abord de mon échec en tant que liquidation de mon entreprise, qui a été un moment extrêmement douloureux pour moi, comme ça l'est pour tous les entrepreneurs qui voient un grand projet filer entre leurs mains et disparaître avec tous les dégâts collatéraux qu'on peut imaginer. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un immense privilège d'être d'abord accompagné par une femme merveilleuse sans qui je ne sais pas si j'aurais pu rebondir de la même manière, probablement pas, accompagné par des clients, accompagné par toute une série finalement, et une collectivité d'hommes et de femmes qui m'ont permis de faire un rebond formidable. Et c'est à partir de cette idée que je me suis dit, combien il y a d'entrepreneurs, hommes ou femmes, qui connaissent la liquidation en France? Il y en a 60 000 par an. Il se crée à peu près 240 000 entreprises. Il en disparaît malheureusement tous les ans un quart, 60 000. 60 000, c'est un nombre considérable. On se plaint en France de ne pas avoir assez d'entrepreneurs. Et ces entrepreneurs-là, eh bien, j'ai constaté en 2012 qu'on ne faisait rien pour eux et qu'au contraire, on les stigmatise plutôt dans la culture française. Alors que moi, qui ai beaucoup travaillé aux États-Unis, j'ai vu à quel point avoir des cicatrices était un élément fort de seniorité. En France, en tout cas en 2012, ça n'était pas le cas. Et donc, m'est venue l'idée de recréer finalement une partie du bonheur collectif dont j'ai bénéficié. Donc c'est une association totalement bénévole, avec du coaching, donc de l'accompagnement individuel et confidentiel, des parrains, et puis aussi des ateliers collectifs. Donc l'esprit de collectivité et de solidarité est très ancré dans cette association. On a démarré à Bordeaux, tout à fait par hasard. Pendant 1 an et demi, on y a testé le processus, et puis ensuite, une fois que le processus nous a paru effectivement bien au point, on l'a répliqué à partir de juillet 2013 dans 12 villes, maintenant en France, 10 grosses associations, et puis deux antennes. Et au-delà de ça, nous faisons finalement part de notre expérience, de tous les enseignements que nous tirons. On accompagne à peu près 150 entrepreneurs par an. C'est très peu par rapport aux 60 000 qui déposent le bilan, mais c'est un laboratoire d'expérimentation, de compréhension des mécanismes du rebond sur un sujet finalement que culturellement on nous a peu appris, c'est faire quelque chose de son échec. Et c'est une réflexion, je crois, qui dépasse largement
le cadre des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise, ça nous concerne tous. C'est est-ce que dans notre famille, est-ce qu'à l'école, est-ce que dans une université ou dans une entreprise, on nous a appris autre chose que la réussite. Et force est de constater que, en tout cas moi, on ne me l'avait pas appris, je l'ai très mal appris à mes gosses. Je pense même que, et je leur dis d'ailleurs, je pense même que dans l'entreprise où j'ai travaillé, que ce soit celle dans laquelle je travaillais ou celle que je dirigeais, je ne suis pas du tout certain avec le recul que j'ai eu une bonne démarche sur justement la gestion de l'échec. Bah, voilà, j'ai 63 ans, c'est le moment avec les 320 bénévoles qui nous accompagnent d'essayer de faire un peu de prosélytisme et de changer un peu cette culture parce que nous avons la conviction que changer la posture, la culture de l'échec en France va libérer des énergies, révéler des potentiels. Alors, on va y revenir. Merci beaucoup. Notre deuxième intervenant, c'est Xavier Lemoine. Alors, c'est un politique à Challenge. On a un journal économique, mais on aime beaucoup la politique. On a beaucoup d'admiration pour les hommes et les femmes qui font la politique parce qu'ils ont, quoi qu'on en dise, la capacité de changer les choses. Vous l'avez prouvé. Donc, vous êtes maire de Montfermeil. Montfermeil, vous vous rappelez, c'est une cité, comme on dit, du 9-3, le département le plus déshérité de France, où il y a eu des émeutes, une image absolument catastrophique, on va dire une culture de l'échec collectif, peut-être, je ne sais pas si on peut en parler. Et donc là, vous avez organisé, piloté un rebond collectif, et donc c'est la raison de votre venue ici, ce témoignage. Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, donc, maire de Montfermeil, ce n'est pas tant un rebond personnel, quoique pur produit de l'échec scolaire républicain. Seule la marine marchande a voulu de moi pendant 10 ans, après quoi je suis arrivé à Montfermeil. Mais le bon Dieu, écrivant droit avec des lignes courbes, j'ai bien compris que connaître la plupart des pays du monde m'intéresserait dans mon métier de maire, puisque j'ai plus de 40 nationalités différentes. Et que sur ces villes, parce qu'elles sont nombreuses, le département de la Seine-Saint-Denis, mais vous êtes aussi gâtés en région lyonnaise, si je regarde en PACA, si je regarde du côté de Roubaix aussi, nous sommes sur des villes qui sont à la confluence de cette vieille culture européenne dont on parlait ce matin et du monde qui déferle. Et j'estime que nous sommes un peu aux avant-postes de l'histoire de France et qu'elle se joue là. En tout cas, j'en ai la conviction qu'elle se joue dans les banlieues. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est à travers la culture, car je crois que la culture est la clé de voûte de toutes les politiques sectorielles qu'un maire, qu'un politique peut mener. Nous avons 40 métiers à la fois, nous menons 40 métiers à la fois dans une commune, et c'est véritablement à travers la culture, et notamment un défilé de mode, qui est la représentation du corps en public. Je ne vous fais pas de détails, du string à la burqa, il y a toutes les nuances intermédiaires, et donc mettre tout le monde d'accord sur la représentation du corps en public était déjà un premier objectif, un premier enjeu. Et après, je vous en raconterai plus davantage tout à l'heure. Je continue. Allez-y, Marie-Josée Bernard. Alors, je suis Marie-Josée Bernard. Je suis ravie d'être ici parce qu'il y a une communauté de valeurs qui est importante pour moi avec ce lieu. Alors, qu'est-ce qui m'amène ici? Moi, je suis professeure de management et de développement humain, développement d'équipe au sein d'une institution qui est très proche géographiquement, qui s'appelle l'École de Management de Lyon. Je suis aussi consultante et j'accompagne depuis à peu près maintenant 20 ans, voire même un peu plus, beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre de l'école. Et je me suis plus particulièrement intéressée à des entrepreneurs qui avaient eu des parcours de vie étonnants. Étonnants parce que pas des parcours lisses, des parcours très accidentés, tellement accidentés qu'ils auraient très bien pu ne jamais se relever. Et ces gens-là, qui étaient souvent dans l'ombre, peu visibles, ont développé un certain nombre de capacités qui m'ont paru très importantes à partager. Donc j'en ai fait un objet d'étude, puisque j'ai dédié un doctorat à cette recherche sur la résilience entrepreneuriale. Ce que je voudrais dire aussi, c'est ce qui m'amène ici, c'est mon propre cheminement. Moi, je suis une fille d'entrepreneur. Mon père a vécu le pire du pire. Il a aussi failli aller en prison pour un certain nombre de choses dont il n'était pas totalement responsable, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu vraiment le côté noir, le côté dark de l'entrepreneuriat. J'ai aussi été DRH en entreprise industrielle. J'ai travaillé dans le monde de la sidérurgie, de la métallurgie et le monde du nucléaire. Et j'ai eu à piloter un plan social de 1000 personnes, avec 0 moyen
Et j'ai reçu dans mon bureau des gens qui étaient très cassés, brisés par cette situation. Donc là aussi, il a fallu travailler autrement et porter très jeune un regard sur qu'est-ce que ça peut être le rebond. Et comment on peut faire pour permettre à d'autres personnes de ne pas rester à ce stade où il n'y a plus d'espoir, pour donner du sens à cet apprentissage. Voilà. Et dernièrement, on a pas mal travaillé au niveau de l'école sur l'échec. On a fait une petite publication l'année dernière, grand public, que vous avez peut-être vu ou lu, pour dire finalement, l'échec, ce n'est pas un état, c'est une étape, c'est dans un processus et dans un cheminement. Et c'est ça qui fait que je suis ici aujourd'hui pour échanger avec vous. Voilà, et vous nous avez dit aussi que votre souci, c'était de promouvoir, et vous accompagnez vous-même des personnes ou des entreprises, de promouvoir des bonnes pratiques pour sortir justement de cette culture de l'échec et de permettre le rebond, de favoriser et individuellement, mais aussi collectivement le rebond. Et donc, vous allez nous en parler tout à l'heure. Ok. Pierre Botton, voilà, du succès à l'échec, vous avez aussi connu ça de façon particulièrement douloureuse. Vous êtes passé, je pense que de tout vous réussissait au fait de tomber au plus profond du trou, j'allais dire, puisque ça vous a même conduit en prison, 602 jours, comme vous le racontez dans Pèlerin. J'en profite pour faire une petite publicité. Pour les journaux, pour ne pas cultiver la culture de l'échec dans les journaux, je fais un peu de publicité pour les journaux. Alors nous, la semaine dernière, c'était Dieu et l'argent. Oui, c'est vrai. C'est ça, il n'y a pas de frontières. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu voilà, de cette situation difficile dans laquelle vous étiez. Voilà, qu'est-ce qui vous a permis de rebondir et qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Alors d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que la grande différence de vous tous, puis des gens qui sont ici, c'est que moi j'avais toutes les chances et je les ai gâchées. Voilà. Donc je reconnais que je méritais d'aller en prison. Et je n'ai pas le sentiment, vous avez dit, de passer de succès à l'échec. Moi, je le mettrais dans le sens inverse. C'est-à-dire que je pense que j'ai échoué dans ma première vie et que je ne crois pas que je suis en train de la réussir, mais le fait que cette cause si difficile que je défends, tout à l'heure, Guilain m'a dit qu'il fallait que vous ne sortiez pas intact. Je pense que vous n'en sortirez pas intact puisqu'il m'a permis de vous remuer. Cette cause que je défends soit ici, si difficile, un ancien détenu, parce que c'est bien comme ça que je me présente aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose de très 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 fort et vraiment, profondément, je veux vous en remercier, non pas du tout pour moi, parce que voilà, moi j'estime qu'après tout ce que j'ai pu gâcher, je fais un parcours que je fais essentiellement par rapport à mes enfants et par rapport à moi-même, je ne crois pas du tout à l'acte gratuit. Mais en revanche, je vous remercie pour la cause, parce que cette cause, elle devient tout doucement, depuis le 7 et 9 janvier, je dirais depuis mars 2012 même, au centre de la société française. Encore hier, un détenu qui était en liberté, je ne comprends pas pourquoi on laisse en liberté, on met en liberté quelqu'un qui s'est radicalisé en prison. Encore hier, quelqu'un qui s'est radicalisé en prison, a tué un policier, enfin, le processus vital est engagé. Et aujourd'hui, pratiquement chaque mois, vous avez des gens qui sont radicalisés en prison. On a laissé faire. Le pouvoir politique continue à laisser faire. On ne prend pas ce problème en cause. Et je pense qu'il est très important que des gens comme vous aient accès au discours que je porte, qui est parfois très difficile, mais vraiment, il y a urgence. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais peut-être attaquer sur on oppose toujours les Européens, les Français en particulier, aux Américains sur ces thématiques-là. On dit que les Américains magnifient l'échec, que quelqu'un qui n'a pas un échec, c'est peut-être caricatural, mais qui n'a pas un échec dans son CV, n'a pas encore vécu, n'a pas eu de vraie expérience. Et ça m'intéresserait, Marie-Josée Bérin, de savoir, dans les écoles de management françaises, est-ce que ça change un peu ou est-ce qu'on enseigne toujours plutôt la réussite que le rebond en quelque sorte? Comment on apprend? Est-ce que ça s'apprend est-ce qu'on peut changer la mentalité, en tout cas dans les écoles de management qui vont former les dirigeants d'entreprise de demain? C'est une question piège. Alors, c'est pour ça qu'on la pose.
Alors, il y a un discours, voilà, de bon ton sur la réussite, parce que moi, je pense que tout ça, c'est en dialectique, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, notre travail, notre mission, c'est de permettre à des jeunes et des moins jeunes d'être en capacité de développer des beaux projets professionnels qui ont du sens pour eux. Donc, c'est sûr que les processus de réussite sont au cœur du projet pédagogique et du projet d'ensemble, y compris pour des gens qui... Juste une petite parenthèse, je dis y compris pour des gens avec qui je travaille beaucoup, qui sont plutôt des gens mûrs, matures, qui viennent ou qui reviennent pour réorienter leur parcours professionnel, hein, puisqu'on a plusieurs formes de parcours. Alors effectivement, il ne faut pas non plus rentrer dans cette espèce de mythologie américaine, parce que moi aussi j'ai pas mal travaillé en interface avec des entreprises américaines, que j'ai beaucoup côtoyé, à la fois comme consultante, parfois comme recruteuse, voire chasseuse de tête. Il y a un discours de surface sur l'échec qui n'est absolument pas réel. C'est-à-dire que vous avez plutôt intérêt à être quand même successful dans les grandes... bon, je pense que Philippe pourra témoigner là-dessus. Donc, il ne faut pas se laisser piéger par ça et pas avoir de complexe par rapport à ça. Personne n'a envie de donner de la valeur à l'échec. Alors, comme si c'était une espèce d'étiquette qu'on devait porter toute sa vie. Bon, et je répète ce que je vous dis, c'est que tout à l'heure, ce qui est très très important, c'est que dans cette salle, qui pourrait dire « j'ai pas échoué, je me suis pas planté, j'ai pas été en situation d'être complètement perdu, avec peu de ressources, peu de ressorts, complètement paumé ». Donc, il faut arrêter de penser que l'échec, c'est une espèce de truc extérieur à l'être humain. Il n'y a pas d'humanité sans échec, il n'y a pas d'humanité sans souffrance. Et c'est parce qu'aussi on est capable de souffrir qu'on est capable de faire quelque chose avec cette souffrance, qu'on est capable de la transformer. Donc, on est peut-être très très loin du discours. Alors moi, je m'efforce, avec un certain nombre de collègues, à minimiser dans cette culture de l'absolue réussite, parce qu'effectivement, on peut faire des gens totalement irresponsables, dans ce culte permanent de la performance et de la réussite, de dire, attention, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, un manager, forcément, à un moment donné, il va se prendre quelque chose dans le nez, et il va falloir qu'il réagisse par rapport à ça. Voilà. Donc, on est loin de ça. Honnêtement, on est loin de ça parce qu'on est quand même tous dans cette culture marketing de la réussite qui veut gommer les failles. Et c'est dans les failles, les interstices que se trouve l'innovation. La destruction créatrice, ça existe. C'est un concept qui existe depuis très longtemps. Schumpeter. Et ça, c'est quand même très intéressant de le faire savoir, comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Je crois que Philippe Rambaud opinait et avait l'air de... Moi, je peux donner donc un exemple, mais effectivement, c'est une minorité. Aux États-Unis, j'ai voulu lever des fonds en 2003 et 2004. Je faisais une levée de fonds en France et une levée de fonds aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était sur la côte ouest. C'est très important, hein, parce que la côte ouest, c'est donc Los Angeles, c'est la ville du cinéma où on sait qu'on fait à peu près 7 à 8 films pour faire un succès. Et donc, on va faire 6 bids. Donc, et d'ailleurs, les producteurs intègrent ça dans leur calcul de retour sur investissement. Et si on va un peu plus au nord, on est dans la Silicon Valley, où là, effectivement, si on ne s'est pas planté une ou deux fois, on est un junior. Et c'est le mot, j'avais 53 ans, c'était un peu dur d'entendre ça, c'est le mot dont m'ont affublé les fonds d'investissement. Ils m'ont dit, tu as fait 25 ans de Danone, tu as appris à être un manager, tu as monté ta boîte, là tu commences à être un entrepreneur, mais tu le seras vraiment quand tu te seras cassé la figure, ils ont un mot assez désagréable pour ça, une ou deux fois. Et j'ai dit, mais j'aurai 80 ans, mais c'est pas grave, tu reviendras et là on mettra de l'argent parce que tu seras véritablement éduqué, tu seras plus un junior, tu seras un senior. Et je pense quand même que les choses bougent en ce moment. Je ne sais pas si c'est Internet et donc le fait que les gens se lancent de plus en plus tôt, que voilà, Internet, on sait aussi quand même que c'est beaucoup d'échecs pour quelques réussites, 2, 3. Bon, les jeunes sont en train de bouger beaucoup dans leur conception. Je pense qu'ils bottent les fesses de leurs parents, dont je suis, en leur disant, écoute, papa ou maman, tes concepts, tes valeurs, à mon avis, c'est plus trop d'actualité. Les grandes écoles bougent.
on m'a demandé de participer à l'ESSEC et à Centrale, qui ont une chaire commune d'entrepreneuriat, à un cours sur échecs et rebonds. On pensait qu'on aurait 5 étudiants, parce que c'est pas très sexy, hein. Bon, ils sont 95, et ils disent, mais évidemment, je vais me planter à un moment donné. Et on leur dit, oui, au fait, tu vas pas te planter que dans le boulot. Dans la vie perso aussi, il y aura des moments où tu vas pas atteindre tes objectifs. Bon, et puis d'ailleurs, je leur dis, vous n'avez pas connu l'échec, vous êtes à Centrale, vous n'avez pas connu l'échec. Il y a un seul domaine dans lequel vous avez connu l'échec, probablement, c'est les garçons et les filles. Voilà, c'est l'amour. Là, vous avez dû, bon, bah, vous allez voir, c'est à peu près comparable. Donc, les choses bougent, et je voudrais donner un exemple aussi, une illustration. On a commencé à faire des conférences. La première qu'on a faite, c'est à HEC. Là aussi, on pensait avoir 30 personnes, l'amphi était plein. Donc on s'est dit, tiens, bon, c'est intéressant. Et on a fait 108 conférences depuis 2 ans. Ça veut donc dire, et pas parce qu'on est des grands orateurs, hein, c'est parce que ce sujet est un sujet sur lequel, effectivement, on manque de repères, on manque d'éducation, on ne sait pas très bien faire. On a compris qu'on en aurait des échecs, mais comment les traiter? Comment en faire quelque chose? Ça, je pense qu'on est un peu passé à côté. Xavier Lemoine, alors, loin des campus de Centrale, d'HEC ou de l'EM Lyon, à Montfermeil, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que ça a changé en 10 ans? Est-ce que la génération qui vient est différente de la précédente? Est-ce qu'il y a un changement vis-à-vis de cette sorte de dynamique? On parlait de génération. Alors on parle de génération Y, génération Internet, etc. Est-ce que vous sentez la société bouger là où vous êtes? Je vous dirais franchement que je souhaiterais la voir bouger, mais que nous sommes des banlieues assignées à résidence et qui vivent en autarcie culturelle à un point que l'on n'en a pas idée, et que sortir de la cité, on sort accompagné parce que la cité c'est la famille, c'est la matrice, mais dès lors qu'on n'est plus dans la cité et plus dans ses repères culturels et communautaires, on est en danger. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, nous allons bénéficier d'un tramway et du métro automatique dans le cadre du Grand Paris Express. Il vient dans 10 ans. Et je suis déjà en train d'anticiper, non pas ce que nous allons pouvoir faire sur le plan urbain, bien évidemment, mais surtout commencer à désenclaver les têtes, désenclaver la psychologie, l'intelligence de ces personnes pour qu'elles puissent se saisir de toutes les opportunités que ces moyens vont leur donner et non pas les vivre comme étant une source, je dirais, d'agression, voire permettre à des étrangers de venir chez eux et eux être toujours assignés à résidence alors qu'il y aura un des plus beaux moyens de transport, le tramway et le métro à la fois. Bien. Et donc c'est véritablement ça. Et je vais revenir à mon défilé des cultures de tout à l'heure parce que c'est là que tout se joue pour moi. C'est à travers la culture. Et j'avais à l'époque un mot-clé, c'était de la connaissance vient la reconnaissance. Et la reconnaissance dans les 2 sens du terme. Je te reconnais une existence, une identité, une originalité. Deuxième sens, je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par ta différence. Encore faut-il qu'on puisse, j'ose le mot, communier autour de quelque chose en commun. Et donc ce fameux défilé dont je vous parlais tout à l'heure, il se fait en 2 parties. Les 2 parties sont obligatoires. Première partie, chacun défile en habit traditionnel. Je suis fier de me faire connaître dans ce que je suis, dans mes racines, dans mon histoire. Si je m'arrêtais là, je ferais du communautarisme et je renforcerais cette autarcie culturelle dans laquelle nos populations sont. Mais deuxième partie, vous créerez des vêtements originaux à partir d'une idée donnée par la commune. J'ai pris les noms de rues du quartier qui avait brûlé. Ça tombe bien, rue Picasso, rue Degas, rue Utrillo. Et donc, à charge pour toutes les communautés de plonger dans ces œuvres picturales majeures, de les ingérer, de s'en repaître, j'ose le mot, mais de nous les restituer avec leur génie, leur sensibilité propre. Une autre fois, on a pris les monuments de Paris. Il y avait le Panthéon, il y avait l'Arc de Triomphe, il y avait la Tour Eiffel. Il y avait aussi Notre-Dame de Paris et le Sacré-Cœur. Et par petites touches, je dirais essayer de dire ce qu'est notre histoire, ce qu'est notre culture, de la faire connaître, de la faire aimer, mais d'accepter qu'elle soit prise à bras-le-corps par des populations qui viennent vraiment de tout le monde et qui nous la restituent avec leur génie, leur sensibilité. Et lorsque vous êtes 1500 dans le plus grand gymnase de la ville et que l'on communie autour du beau, on ne se croise plus de la même manière. Et à partir de là, parce que les relations ont été retissées, on peut doucement continuer, alors à travers toute l'action municipale, à travers l'éducation, etc., et bien vers ce désenclavement, vers cette ouverture aux autres, déjà entre nous, pour que les communautés entre elles se respectent et s'admettent,
et le plus possible vers un monde inquiétant qui est la dynamique de cette région Île-de-France, dont nous avons été tenus à l'écart pendant des années, que j'essaye de faire, je dirais, pouvoir reprendre pied dans cette dynamique-là à tous mes jeunes et au-delà des jeunes, à toute la population dont j'ai la charge. Voilà, très rapidement. Marie-Josée Bernard, sur cette question, vous vouliez ajouter un petit point, je crois. Je voulais juste dire que là, on a une vraie clé qui est vraiment très intéressante. Bon, j'ai travaillé avec Boris Cyrulnik, évidemment, qui est très connu, qui est notre référence à tous, je veux dire, en matière de résilience. Et il a un très joli mot. Hein. Il parle du tricot. Et ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait du rebond, il faut qu'il y ait tissage et retissage. Et le tissage, il se fait à partir de soi, à partir des autres. Et qu'il ne peut pas y avoir de rebond uniquement intra, c'est-à-dire que je ne peux pas tricoter tout seul dans mon coin, si ce tricot il ne concerne pas le pull collectif. Et c'est ça que je trouve magnifique dans ce que vous venez de dire, c'est ce double mouvement, c'est qu'à la fois c'est comment l'individu va récupérer une forme d'estime de lui-même à partir de la création, de la valorisation de son identité, et comment l'identité collective va créer aussi le tissu du rebond social. On est vraiment là-dedans. Et c'est vraiment ce terme de tissage que je trouve qui peut nous permettre d'avoir ça à l'esprit. Est-ce qu'on est des tisseurs? Est-ce qu'on permet ce tissage? Alors du coup, j'avais envie de demander à Pierre Botton de nous parler de son propre tricot, j'allais dire. Là, on a eu une expérience, j'allais dire, collective, mais bon, Xavier Lemoine a parlé de la connaissance et de la reconnaissance aussi. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à rebondir? C'est quoi? C'est un facteur personnel, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est aussi le regard des autres. Enfin voilà, quel est ce tricot qui, vous, personnellement, vous a permis de rebondir? Je peux parler de ce que j'ai vécu moi. Je dirais le tricot, c'est ce qui s'est passé. Le point de départ, c'est le 21 décembre 1996, où j'étais incarcéré et où je pensais que la seule façon de laver le nom que portaient mes enfants, c'était de mourir. Voilà, donc j'ai fait une tentative de suicide. Et voilà, on ne sait jamais ensuite pourquoi on reste pas, tout ça est très compliqué. Mais en tout cas, j'étais là, j'avais à l'époque 2 filles, j'en ai 3 maintenant. Et surtout, il fallait absolument, puisque moi je ne valais plus rien, et c'est pas un mot comme ça, hein, messieurs, dames. Je pense vraiment, quand j'entends ces gens parler, la façon dans laquelle ils parlent, ce qu'ils font, je trouve vraiment, et je vous assure, voilà, je trouve que je ne vaux pas grand-chose. Mais en tout cas, il était très très important que je rate pas l'éducation d'ailleurs. Est-ce que je pourrais donner de l'éducation? Que je rate pas mes 3 filles. Quand j'étais riche, l'important c'est qu'elles voyagent en première, qu'elles prennent l'hélico, qu'elles aient des nurses. Je vais vous raconter une anecdote qui va amuser les Lyonnais. J'avais un hôtel particulier ici, 2250 mètres, boulevard des Belges, parce que le boulevard des Belges, c'est l'endroit où, quand on est un parvenu, on veut être. Et je l'avais pris à côté de chez Mérieux, parce que Charles Mérieux avait son hôtel particulier. Et mon ambition, c'était ça. J'étais à côté des Mérieux, des Lignel. Et un jour, je vois le docteur Charles et Alain, et je leur dis, vous avez vu, je suis à côté de chez vous. Et ils me disent, oui, quand vous arrivez, nous on part. Et ils sont partis. Et ensuite, aujourd'hui, ce qui est, vous voyez, ces valeurs qui étaient incroyablement fausses et que la justice m'a appris. Hein, c'est-à-dire que je ne dis pas que la prison m'a sauvé la vie. Je dis que la justice m'a sauvé la vie. Et j'espère en tout cas mes enfants. Ça m'a appris à ce que mes enfants fassent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils veulent, avec un cadre, le cadre de la loi, le cadre du respect des autres. Moi, je respectais personne. Je respectais celui qui pouvait m'apporter quelque chose. Je pense que j'y suis un petit peu arrivé, puisqu'il y en a une qui est vice-championne de France d'équitation. C'était passé dimanche. Et je suis putain de fier de ça. Et voilà, pour le reste, je suis assez surpris quand j'entends tous ces propos,
pourquoi tous ces propos s'arrêtent-ils à la porte des prisons? C'est-à-dire, pourquoi... On vous attendait. Pourquoi non. Pourquoi ces gens à qui on ne donne rien, qui ont perdu les codes des valeurs, et j'aime beaucoup votre discours, monsieur de Montfermeil, beaucoup, quand ils rentrent en prison, au lieu de leur donner autre chose, de leur ouvrir les yeux, de leur d'abord donner, excusez-moi, mais de l'amour, de la considération, on leur donne exactement les mêmes codes. Et là encore, c'est des anecdotes. Quand je suis trop long, vous me coupez. Je suis rentré en prison, vous doutez bien, je ne savais pas où trouver de la drogue et un revolver. Je suis sorti, je savais où trouver les deux. Je suis rentré en prison avec des codes. Mes parents avaient m'ont donné une éducation religieuse, avec un respect, beaucoup de pudeur du corps. On ne se montre pas tout nu. Fais attention. Je me suis mis à poil 222 fois après les parloirs. On m'a enlevé ce qu'on m'avait appris. Même aujourd'hui, messieurs, dames, en face de vous, vous racontez tout ça. Qu'est-ce que je manque de pudeur. Voilà. Alors, est-ce que un peu d'espoir, est-ce que les choses commencent à changer? Est-ce que votre discours commence à porter Monsieur de Menton, j'ai vu que vous aviez fait une conférence dans l'école pénitentiaire. J'ai trouvé ça assez surprenant. Donc, c'est que ça bouge un peu. Vous savez, alors j'ai beaucoup de respect pour les politiques comme monsieur, mais j'ai un passé, comme tout le monde le sait, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup comme lui. En tout cas, pas ceux qui nous dirigent, quels qu'ils soient. Et dernièrement, j'étais dans le bureau de Madame Taubira. Et je lui disais, Madame Taubira, vous avez été capable de mettre la moitié de la France dans la rue pour le mariage pour tous. Bien. Et puis, vous n'êtes pas capable de donner une douche par jour aux détenus. Vous nous citez des vers de René Char à l'Assemblée nationale. Vous avez toujours une citation, vous nous plaquez à la gueule votre... Comme ça, je parle vraiment comme ça. D'ailleurs, elle m'a dit, Monsieur Botton, parlez-moi autrement. Vous nous plaquez à la gueule vos citations. Moi, je n'ai pas fait d'études. Donc, elles ne m'impressionnent pas, vos citations, madame. En 1980, vous aviez un de vos compagnons qui était à la maison d'arrêt de la santé. Il ne se lavait pas tous les jours. Vous l'avez oublié? Oui, bien sûr. Elle l'a oublié. Et je lui dis, donnez-moi un exemple d'une innovation que vous avez fait dans les prisons. Et là, je vis un moment incroyable. Elle est garde des Sceaux. Et elle me dit, on a payé les détenus au SMIC lors de la rénovation du plateau sportif de Fresnes. Ça s'appelle Ensemble contre la récidive, qui est le nom de mon association. On a fait un programme de lutte contre le choc carcéral. C'est fait par notre association. On a commencé à enlever les barbelés autour des terrains de sport. Non pas pour le symbole. Ça crève 2500 ballons par an. Résultat, les mecs, à octobre, il n'y a plus de ballons. Ils ne jouent plus au foot, c'est le feu. Il y a exactement 4 jours, j'ai téléphoné à M. Stéphane Israël, le patron d'Aérospatial, en lui disant, est-ce que vous pouvez nous donner des ballons? Il n'y a pas un bal d'argent public dans notre association. Il n'y a que des grands mécènes. Parce que je ne veux pas que le public donne de l'argent, je ne veux pas que des gens se saignent pour ça. Et elle ose dire que les innovations qu'elle a faites, c'est nôtre, alors que très honnêtement, c'est un combat de tous les jours. Alors, la seule chose, je demande qui se passe, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que les choses changent? Je vais vous dire franchement, dans les prisons, non. Non. Peut-être dans celles où nous passons, mais aujourd'hui, lentement, les Français, malheureusement avec le concours des attentats sur lequel je reviens, ils commencent à comprendre 2 choses. La prison, c'est pas forcément les détenus, les gens qui avaient un parcours pour y aller. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et la deuxième chose, de plus en plus, avec les délits routiers, avec les problèmes de drogue, qui touchent absolument tous les milieux, de plus en plus, les gens s'y intéressent. Parce qu'on a fait une ségrégation que, bien entendu, elle m'a reproché,
C'est dire que notre association ne s'occupe que des condamnés à moins de 5 ans, hors crimes sexuels et crimes de sang. Et elle m'a dit, Monsieur Botton, et je sais que je vais vous choquer, parce que sans ça, vous n'auriez pas les valeurs que vous avez. Elle me dit, Monsieur Botton, je ne peux pas vous suivre là-dessus. Alors je lui dis, Madame, si vous voulez aller expliquer au grand public que je dois traiter de la même façon Jean-Jacques Debout, qui a pris une cuite, qui a fait 2 mois ferme, et le gars qui a coupé la tête à Saint-Quentin-Fallavier, je vous laisse le faire. Moi, j'en suis incapable. Merci. Alors, je voulais juste faire réagir Xavier Lemoine. Vous parliez, vous, pas de prison, mais c'était encore plus terrible de personnes assignées à résidence, qui sont pourtant des citoyens français, qui sont libres. Est-ce que vous faites le même constat d'abandon par les pouvoirs publics, ou est-ce que ça commence à une prise de conscience? Il s'est quand même passé un certain nombre de choses. On a eu des alertes très très chaudes dans nos banlieues. Où est-ce qu'on en est Je ne pense pas qu'on puisse dire que les pouvoirs... Il y a quand même une petite évolution. On revient à notre thématique dans les écoles de management. Bon, quand même, l'école nationale pénitentiaire reçoit Pierre Botton, un ancien détenu. C'est quand même une petite révolution, quand même. C'est symbolique, sans doute. Mais est-ce que nous, là, en 10 ans, est-ce qu'on a bougé un peu ? Il y a eu énormément de moyens financiers qui ont été dans le cadre de la politique de la ville et notamment de l'Agence nationale du renouvellement urbain. Et redonner déjà dignité et fierté à travers l'habitat et l'urbanisme, c'est énorme. Et c'est un préalable à ce que les politiques sociales puissent s'inscrire dans la durée et puis être attendues et appréciées par les personnes. Je pense qu'on a commis intellectuellement une erreur. C'est l'exacerbation du droit à la différence, où tout se vaut, tout s'équivaut, et donc on est dans un relativisme total où je dirais, je ne peux même pas, après 25 ans de présence d'une personne étrangère sur le territoire français, lui demander de parler français, alors que derrière, pour sa vie personnelle, pour la vie de ses enfants, pour la réussite scolaire de ses enfants, c'est primordial. Et la société française n'a pas répondu à ce droit exacerbé de la différence par du racisme, non. Elle a répondu par le droit à l'indifférence. Et donc on a sectionné notre société en multiples comportements qui tous s'équivaut, tous se valent. Et je dirais, il n'y a plus de communication entre. Donc le jeune qui arrive avec son jean sur les fesses, les baskets sans lacets et la casquette à l'envers, qui a la même valeur que mon costard cravate. Oui, sauf que dans l'entreprise, il y a des règles, elles sont ce qu'elles sont. Et donc, écoute, tu vis ta vie et tu la vis jusqu'au bout, dans ce que tu as choisi, et moi je la vis jusqu'au bout. Et donc on a sectorisé les affaires. Et ça qui est terrible. Et ces politiques publiques, où il y a beaucoup de moyens, à mon avis, on devrait les réexaminer à l'aune de l'enjeu culturel. L'enjeu dans nos quartiers, il n'est ni social, ni économique, ni urbain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dysfonctionnements socio-économiques et urbains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de politique de rattrapage à mettre. Mais on est dans l'ordre des conséquences, on n'est pas dans l'ordre des causes. L'enjeu, il est d'ordre culturel. Et si on se rehausse à ce niveau-là de la réflexion politique et de l'action politique, eh bien, on verra que tous les moyens mis, au lieu de voir la Cour des comptes se lamenter tous les 5 ans sur l'inefficacité de la politique de la ville, eh bien ça rentre en résonance avec, je dirais, ce que ces gens peuvent apporter dès lors qu'ils sont... Enfin, je reviens à ce qu'on essaye de vivre à travers ce défilé, mais qui inspire toutes les actions quotidiennes que nous menons. Et à ce moment, ça rentre en résonance et ça a des effets. Et ça a un effet, je dirais, de convergence, de synergie. Et ça ne demande à personne de renier ce qu'il est, mais ça permet à chacun d'apporter son talent à, je dirais, une œuvre commune. Philippe Rambaud, on revient, alors on quitte les strings et les burkas, on revient au costard-cravate. Dans le monde des affaires, toujours, donc il y a des échecs terribles. Il y a eu une réforme il y a quelques années qui était, vous savez, avant on était marqué du sceau du fer rouge de la Banque de France quand on avait fait faillite. Le 0,40. Voilà, le 0,40. Alors, est-ce que ça, c'est un changement symbolique? Est-ce que ça représente quelque chose? Est-ce qu'il y a aussi une évolution des mentalités? On se rappelle, vous le disiez, votre père, visiblement, a été marqué du sceau, le père de Raymond Barre aussi. Toute sa vie, il a porté ça, de la faillite, de ne pas avoir été à la hauteur à un moment. Est-ce que ça change un peu les mentalités dans le monde du business? Oui, c'est ce qui me rend optimiste. C'est ce qui me rend optimiste. Alors, c'est évidemment des sujets qui ont beaucoup moins d'impact sociaux que les sujets que vous traitez, à Montfermeil ou vous, Pierre Botton. On est en train de parler d'entreprise, donc c'est une partie de notre vie. Mais incontestablement, les choses bougent. Je dois avouer que les assises de l'entrepreneuriat qu'avait organisé Fleur Pellerin ont été quelque chose de formidable. Elle était chevillée à l'idée, enfin, a été chevillée à son corps l'idée d'une seconde chance.
Sachez-le, c'est un sujet européen. J'ai été invité le 18 juin dernier à la Commission européenne avec 28 pays à parler justement de ce concept de seconde chance. Donc ce n'est pas un problème explicitement français ou uniquement français. Et c'est vrai que Fleur Pellerin a fait abroger ce 0,40 qui était quoi? Quand on a liquidé une entreprise, on a effectivement un indicateur qui clignote sur le PC des banquiers et qui dit attention, ce mec ou cette femme est dangereux ou dangereuse. Il a fait faillite, donc en gros, ça veut dire quoi? Vous ne lui ouvrez pas un compte en banque. Difficile de rebondir quand on ne peut plus ouvrir un compte en banque professionnel. Ou quand on l'ouvre, mais qu'on n'a pas de carnet de chèques ni de carte bancaire. Voilà. Et on s'est battu, plusieurs associations, pour cette évolution. Incontestablement, je crois que les politiques, quand ils peuvent le faire, font bouger, en tout cas, les lois. Voilà, parce qu'ils n'ont d'action que sur les lois. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très en retard par rapport à l'évolution de la société et par rapport aux besoins. Quand on voit la vitesse à laquelle se fait l'accélération des modèles économiques aujourd'hui, évidemment, nos lois sont considérablement en retard, considérablement décalées. Et qu'est-ce qui joue le rôle d'amortisseur? C'est les bénévoles. C'est vous, Pierre, avec vos associations, vos initiatives. C'est vous à Montfermeil. C'est vous dans votre école. C'est l'initiative privée qui prend le relais, qui ouvre les chemins. Nous, on a 320 bénévoles. Si on avait attendu qu'une loi arrive, on n'aurait toujours rien fait. Donc on y va parce qu'on est convaincu par quelque chose, parce que la collectivité agit. Et puis, moi, je crois beaucoup à la solidarité qu'on est capable de créer. Et puis après, quand les politiques voient que ça marche, ils transforment ça en loi, si tant est qu'il n'y ait pas trop d'opposition. Voilà. Et là, en l'occurrence, je crois que le monde entrepreneurial, je pense qu'on est tous parents, ou à peu près tous, on se dit qu'un jour ou l'autre, de toute façon, nos gosses vont entreprendre. Ils vont être maîtres de leur destin, et ils seront salariés, mais ils ne le seront pas toute leur vie. Et tout ce qu'on fait, c'est pour eux. C'est pour qu'ils aient une vie, effectivement, une société plus limpide, plus fluide. Oui, vous parliez à l'instant des marqueurs de l'échec, notamment par ce marqueur de la Banque de France. Peut-être, Marie-Josée Bernard, est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce rôle que jouent les marqueurs de l'échec? Parce que j'imagine que la Banque de France n'est pas le seul marqueur. Voilà, voilà. Alors, quel rôle ça a dans le fait, effectivement, voilà, dans le fait de pouvoir ou pas rebondir, du coup, à un niveau personnel ou collectif? Alors, Pierre Boton l'a très, très bien exprimé. Ça veut dire que quand on dit « j'ai pas de valeur, je ne suis rien, je ne représente plus rien », là, vous avez un sacré marqueur. Ça veut dire qu'en tant qu'identité, je ne me reconnais plus. Et c'est le même homme qui vous dit, qui vous raconte qu'est-ce qu'il fait avec les autres. Donc il y a quelque chose qui est très très pertinent par rapport à ça, c'est la notion de tuteur. C'est-à-dire que Pierre Boton, enfin pour moi, dans ce que j'entends de ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous servez de tuteur aux autres, de tuteur de résilience. Et un tuteur, c'est quelque chose de très particulier. Ça ne pousse pas à la place de la plante, ça aide la plante à pousser. Donc ce que je trouve intéressant dans tout ce qui a été dit, que ce soit en tant que maire ou que ce soit dans les 60 000 rebonds de Philippe Rambaud, c'est que le relais est pris dans des instances différentes, la prison, la ville, l'entrepreneuriat, pour donner un lieu où on peut avoir des tuteurs, des processus, des protocoles, des personnes qui nous montrent quelque chose, mais qui ne font pas à notre place. Et c'est ça il y a énormément d'assistanat à l'entrepreneuriat. Il y a même, je veux dire, pour moi, c'est une aberration pléthorique d'institutions, d'incubateurs, de ceci, de cela. On pourrait se poser la question de la pertinence de tous ces dispositifs et du coût, et peut-être retravailler à un autre niveau. Dans ce que dit aussi Philippe, c'est toutes ces initiatives, comme vous avez dit aussi, ce sont des initiatives en disant qu'est-ce que je peux faire à un moment donné. Comment je prends l'initiative dans ma ville, dans mon association, etc., pour créer ce processus, de quelle manière je peux développer cette idée de tutorat et de tuteur. Mais le tuteur, j'insiste beaucoup sur la métaphore, ne pousse pas à la place de la plante. Voilà. Parce que quand on est en situation d'échec, il y a tout un travail. Je reviens sur le tissage. Moi, j'ai accompagné des entrepreneurs dans des situations tragiques. Effectivement, marqué avec l'étoile jaune bancaire, tu n'as pas le droit de faire de chèque, et qui est en création après des situations de grands échecs de vie. Les serial entrepreneurs qui ont aussi créé et qui se sont plantés. Donc j'ai accompagné des gens comme ça, qui avaient eu des très très beaux succès, qui se sont retrouvés dans une dynamique
d'échecs avec la dépendance à un certain nombre d'artefacts pour tenir le coup, dont l'alcool, qui sont devenus alcooliques profonds et qui ont failli mourir, qui ont fait des tentatives de suicide, et qui ont remonté la pente, et qui ont eu besoin, à un moment donné, de retisser. Le premier truc, c'est ça, c'est l'estime de soi. Ça veut dire que ce que dit Pierre Breton, donc le rôle qu'il joue avec ses filles, ça a plus de valeur que n'importe quel protocole administratif. Voilà. Donc c'est comment nous, on peut aider, et comment on peut aider toutes les personnes que vous pourrez rencontrer. Hein, le gamin qui a le jean qui se casse la gueule et qui a la casquette de travers. Est-ce qu'à un moment donné, je lui tends la main ou est-ce que je ne veux surtout pas le voir? Alors, comment on peut aider? Alors, je ne sais pas si on a renversé les tables, Guylain, mais on va bientôt déjeuner. J'aurais juste, peut-être en quelques secondes, que chacun nous dise, moi j'ai fait ma page de pub pour la pépinière, ça c'est une façon concrète d'aider, donc de participer à la création. Il y a toutes sortes de moyens de le faire, je pense, dont financiers, à la création de cette pépinière qui dédiée au rebond. Mais il y a peut-être d'autres façons de le faire dans vos différentes activités, associations. Allez, c'est la dernière, c'est la page de pub avant le repas. On va prolonger ce débat le 17 novembre à l'hôtel de ville de Lyon. Guillaume Mullier, qui est le président de 60 000 rebonds Lyon, et toute son équipe, puisque tous les ans on fait un grand forum annuel du rebond dans toutes les villes de France. L'année dernière c'était à Bordeaux, cette année on le fait à Lyon, le 17 novembre, de 19h à 21h. Je vous encourage à venir à l'hôtel de ville parce qu'on va faire témoigner des entrepreneurs sur justement ce qu'ils ont compris. Pierre, ils sont aussi passés tous par, moi y compris, par le fait de se dire on ne vaut plus rien. Voilà. Et comment à partir de là, donc je pense qu'on est vraiment au bas, comment est-ce qu'on rebondit, comment est-ce qu'on repart, et puis on aura aussi des grands patrons, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur le travail de l'échec et l'image de l'échec au sein des entreprises, hein, pas simplement pour les entrepreneurs. Donc je vous encourage, et puis évidemment, on a aussi besoin, c'est vrai, d'argent. On n'a pas de ressources, on n'est que bénévoles. Et c'est vrai qu'évidemment, ce n'est pas les pouvoirs publics qui nous aideront à nous développer. Ils ne sont pas du tout dans cette sphère actuellement. Pierre Breton. On n'aura pas assez de temps pour nous aider. Non, essentiellement, voilà, si vous êtes dans des positions dirigeantes, je vais vous raconter juste une toute petite anecdote avant que les plateaux arrivent. Monsieur Lachmann, patron de Schneider Electric, nous aide énormément. On a ouvert un centre ici, dans l'Isère, à Grenay. Et il nous a offert 200 000 euros de machines incroyables pour former les gens à l'électricité. Et puis, devant les médias, devant France 3, je dis bien entendu, Henri, vous allez embaucher les gens que vous avez formés. Et là, il me dit, ah non, surtout pas Pierre. Voilà. Donc, si vous avez le courage... Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont un passé judiciaire et que je crois qu'il a 180 000 employés dans le monde et que s'il a du mal à assumer ça vis-à-vis de ses personnels. C'est le cas beaucoup, hein, AXA, M. Decastre nous aide énormément. On a passé un petit film avec toutes les personnalités qui nous soutiennent, Noah et tout ça. Et on a changé le nom de notre association, hein, qui s'appelait les Prisons du Cœur, en ensemble contre la récidive, parce que les employés d'AXA téléphonaient en disant « Nous, on ne veut pas aider les prisons. » Et il faut que vous sachiez que les dons des Restos du Cœur, Michel Colucci était mon ami et j'ai participé au début des restos, et les dons des restos baissaient quand on faisait une campagne de presse, une campagne média au nom des Prisons du Cœur. Les gens téléphonaient en disant « On veut bien donner pour les restos, mais pas pour les prisons. » Donc si, ici, Patricia travaille avec nous à l'assaut, et moi... Si vous avez la capacité d'essayer de prendre quelqu'un qu'on a formé chez nous, donc qui est déjà passé par les cribles de l'administration pénitentiaire, on voit tous les jours que ça ne sert à rien, mais par ceux, en tout cas, du comité de sélection que nous, on a mis en place, de nos mécènes qui ont accepté de prendre leur dossier pour les passer, des formateurs qui les ont eus pendant plus de 9 mois, parfois plus de 2 ans, de leurs tuteurs, puisqu'ils ont formateurs et tuteurs, de leurs éducateurs sportifs, enfin de tous les gens qui les entourent pendant le centre. Bien, si vous pouvez nous aider à les embaucher, à leur donner un vrai parcours de vie. Jean-Michel Aulas le fait avec le Grand Stade. On a beaucoup de gens qui sont embauchés sur le Grand Stade. On a quelqu'un au tunnel de Fréjus. On a des gens chez Bernachon. Pour Noël, on va vendre des chocolats sur les Champs-Élysées qui sont fabriqués par des bénéficiaires chez Bernachon. Voilà, si vous avez de la place pour eux,
Eh bien, voilà, vous êtes les bienvenus. Marie-Josée Bernat. Alors moi, je voudrais aussi vous proposer quelque chose, c'est que l'année prochaine ou les prochaines rencontres de Valprès, il y ait beaucoup de jeunes dans la salle qui viennent d'un peu partout, des quartiers sensibles, qui soient aussi associés à cette réflexion, à ces échanges, métissage, tissage. Et je dirais que le coup de pub, c'est et si on changeait son regard. C'est-à-dire que ce que dit Pierre Boton, c'est aussi valable, parce que je travaille aussi avec des personnes handicapées, c'est aussi valable, vous avez dit tout à l'heure, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça, on peut se le dire et se le redire, c'est que demain ou après-demain, on peut tous être dans cette situation, voire d'avoir une sortie de route, une sortie de route qui nous amène à la case prison ou une sortie de route qui nous amène à la case handicap. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire est-ce que je peux regarder autrement et accepter de mettre dans mon champ visuel des gens qui ne sont pas tout à fait conformes à ce que je suis. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants.